C'est parti pour la première émission de Délice Low Carb TV. Je suis ravi et je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Magali Valkovic. Donc bonjour. Bonjour. Et je te laisse te présenter. Alors, donc, je suis diététicienne, nutritionniste, spécialiste en alimentation pauvre en glucides, dans les régimes cétogènes, les régimes low carb. D'accord. Oui, et tu es auteur aussi de... Oui, j'écris des livres sur le sujet. J'ai écrit une dizaine de livres. Le prochain livre, le dernier livre que j'ai écrit doit sortir dans quelques semaines. Ah. Voilà. Je suis également journaliste pour divers médias. D'accord. Alors, nous, on te connaît parce que par Délice Low Carb, on a beaucoup entendu parler de toi. Tu traites beaucoup de patients qui sont nos clients aussi. Oui. Donc, est-ce que tu pourrais nous faire une petite présentation du régime cétogène, du régime low carb aussi? Alors, ce sont deux régimes qui sont assez similaires par rapport aux aliments qu'on met en avant et aux aliments qu'on exclut. Dans les deux cas, ce sont des régimes pour lesquels on exclut les aliments qui sont riches en glucides. Donc déjà, tout ce qui est sucre, tout ce qui est produits sucrés. Parce qu'il faut savoir que les glucides, ce sont les sucres qui sont dans l'alimentation. On exclut aussi les féculents. Donc tout ce qui est produits céréaliers, les légumineuses. On exclut aussi la plupart des fruits, alors de manière plus stricte dans le régime cétogène, puisque c'est un régime qui est beaucoup plus strict dans la diminution des glucides. Voilà. Et puis on surveille également la quantité des légumes consommés, parce que eux aussi, bien que faibles en glucides, apportent quand même quelques glucides. D'accord. Dans quel cas tu conseillerais un régime keto ou un régime low carb? Alors le régime keto, prioritairement pour des patients qui souffrent de certaines pathologies, parce qu'on sait maintenant depuis à peu près une dizaine d'années que la cétose est une forme de traitement thérapeutique ou d'aide thérapeutique dans de nombreuses pathologies de civilisation. Donc, à la base, c'est un régime qui a été créé pour traiter les enfants épileptiques. Puis maintenant, on sait que c'est un régime qui aide à traiter le diabète de type 2. Dans une certaine mesure, le diabète de type 1, c'est un régime qu'on met en place dans le cadre de cancer, dans le cadre de pathologies neurodégénératives pour lesquelles il n'y a pas de traitement actuellement. Voilà, comme Parkinson, Alzheimer, on peut énormément de choses avec ce régime. Dans les lésions consécutives à un AVC également. Ah, d'accord, je ne savais pas. Et puis, c'est un régime qu'on peut aussi utiliser dans la perte de poids, qui est notamment extrêmement utile pour des personnes qui souffrent d'obésité sévère et qui ont besoin d'une perte de poids très conséquente. D'accord. Voilà, donc le régime low carb est plutôt utilisé pour de la perte de poids et pour une capitalisation santé. Il est beaucoup plus souple que le cétogène. D'accord, très bien. Justement parce qu'on entend un petit peu de tout sur le régime keto, donc ce serait bien de remettre un peu l'église au centre du village. Donc les grands principes, en fait, comment tu pourrais expliquer ça? Alors les grands principes, extrêmement faibles en glucides. Parce qu'il faut savoir que dans le cadre d'une alimentation classique, le carburant des cellules, c'est le glucose, le sucre digéré en fait, le glucose. Dans le cadre d'une alimentation cétogène, ce sont les corps cétoniques. Donc ce sont des molécules énergétiques qui sont fabriquées à partir des graisses ingérées ou des graisses corporelles. D'accord. Voilà, c'est pour ça que c'est un régime qui permet de maigrir. Pour que le corps se détourne de son carburant principal et s'oriente vers un autre carburant, donc vers les corps cétoniques, il faut l'obliger. Il ne va pas le faire naturellement. Donc pour ça, on doit lui amener très très peu de glucides. Pour lui éviter de recevoir suffisamment de glucose pour carburer au glucose. Il faut lui amener énormément de graisse. Enfin, quand je dis énormément, c'est par rapport à une alimentation oui, voilà, par rapport à une classique. alimentation classique. Voilà. Après, la quantité de gras se détermine au cas par cas. Mais voilà, apporter beaucoup de gras, favoriser les aliments gras pour faire comprendre à l'organisme que désormais c'est son carburant. C'est sa source principale. Voilà. Et une part normale de protéines. En fait, normale par rapport aux besoins de l'organisme. D'accord, très bien. Comment on détermine la part de lipides à ingérer? Parce que j'entends honnêtement, via nos clients, on nous dit, il y en a qui disent qu'il faut manger 200 grammes de ce qui est beaucoup, d'autres des quantités un petit peu... Oui. Bon, donc voilà. Donc comment on détermine ça en fait? Alors en fait, ça se fait au cas par cas. Déjà, une personne qui doit maigrir ne doit pas ingérer une trop forte quantité de lipides. Évidemment, par rapport à une alimentation classique, elle doit ingérer beaucoup de lipides, plus de lipides, mais pas trop, parce qu'en fait,
si elle ingère énormément de lipides, elle va avoir une cétose très très forte. Très bien, jusque-là, aucun danger, c'est super. Mais elle va avoir voilà, beaucoup de corps cétoniques donc, dans le sang. Mais en fait, ces corps cétoniques vont être fabriqués avec le gras ingéré. Le corps n'aura absolument pas besoin d'aller puiser dans ses réserves à lui. Ce qu'il faut dans la perte de poids, c'est augmenter le gras, diminuer les glucides, de manière à ce que le corps comprenne que désormais, il doit être en cétose. Le corps va se mettre à fabriquer en priorité des corps cétoniques avec le gras alimentaire, mais comme il n'en aura pas assez, il va ensuite aller piocher dans ses réserves à lui pour continuer à fabriquer les corps cétoniques dont il aura besoin pour carburer. Et c'est à ce moment-là qu'il y aura perte de poids, quand le corps va puiser dans ses réserves de gras à lui. Il faut donc créer une carence, de toute façon. Il faut de toute façon créer une carence. Alors, le mot carence à prendre avec des pincettes, parce que ça va rester quand même un régime très pauvre en glucides et très riche en graisse, hein, quoi qu'il en soit. Mais il ne va pas trop falloir monter. Il n'y a pas de ratio type, hein. Ça n'existait pas. Il n'y a pas de il faut moins de 20 grammes de glucides, il faut 150 grammes de gras ajoutés. Ça n'existe pas, parce que d'un patient à l'autre, ça va être extrêmement différent. D'accord. Donc, il y a des patients qui vont maigrir avec moins de 20 grammes de glucides et qui vont dépasser, ça va être compliqué et vont devoir ajouter, par exemple, 100 grammes de gras. D'autres pourront se permettre d'ajouter 120 grammes de gras et vont maigrir, alors que d'autres non. D'autres pourront consommer 40 grammes de glucides, 50 grammes de glucides et seulement 90 grammes, 100 grammes de gras vont être en cétose et vont maigrir. C'est vraiment assez aléatoire. Donc, pour déterminer tout ça, il faut analyser en fait l'histoire du patient, sa facilité ou pas à perdre du poids, comment le patient s'alimentait avant et comment il veut s'alimenter maintenant, la différence qui va être créée, s'il y a des problèmes hormonaux ou pas. Il y a tout un tas de choses qui entrent en ligne de compte pour déterminer le ratio du patient. Et encore ratio, on pourra en parler aussi. Donc déterminer le ratio du patient et puis même l'expérience après derrière, parce que on peut se dire bon, mais pour tel patient je vois ça, je le cadre comme ça, et puis se dire ah mince, la perte de poids n'est pas suffisante. Donc on réajuste après. La perte de poids est peut-être un peu trop rapide. Et on réajuste après, parce qu'il y a à la fois la théorie, mais il y a aussi la pratique, et le corps humain est assez complexe, et finalement, il faut réajuster. Et parfois, je le vois moi avec mes patientes, première consultation, ça peut arriver que la perte de poids ne soit pas assez conséquente. Deuxième consultation, on analyse tout ça, on modifie et boum, c'est parti. Voilà, oui, c'est un travail d'ajustement à faire. C'est un travail d'ajustement, et il y a certainement pas de recettes toutes prêtes. Et en ce qui concerne les protéines, alors les protéines, en fait, finalement, quel que soit le régime, les protéines restent à peu près les mêmes. D'accord. Puisqu'en fait, c'est déterminé par le poids corporel, par éventuellement, quand on prend des patients atteints de cancer, il faut voir par l'état nutritionnel. Donc l'état nutritionnel, c'est finalement la masse musculaire, hein, et puis le taux d'albumine, voilà, parce que ce sont des choses qui sont affectées souvent par la maladie. Là, ça permet de déterminer les protéines à la hausse ou éventuellement à la baisse. Ça dépend de l'activité sportive, du type de sport, parce qu'évidemment, on ne cadre pas les protéines de la même manière pour quelqu'un qui va courir tous les jours que comme quelqu'un qui va faire de la musculation. La musculation ou les sports. S'il y a un besoin de cicatrisation, s'il y a un besoin de réparation de tissu, hop, les protéines sont à la hausse aussi. Mais ça n'a rien à voir avec le low carb ou avec le cétogène. C'est que quel que soit le régime, c'est comme ça. Oui. Dans la profession, on ajuste aussi les protéines en fonction des besoins de l'organisme. D'accord. Une autre question. Par expérience, j'alterne entre le keto et le low carb. Oui. Et en étant plus souvent en low carb maintenant, j'ai cette question de nombreuses personnes. Est-ce que vous pensez de switcher de temps en temps
pour obliger l'organisme à se réadapter un petit peu. Ça peut. Après, ce qui peut être aussi intéressant de faire, c'est faire 3 mois de régime cétogène dans l'année, déterminer 3 mois ou 3 mois en hiver, 3 mois en été, ça dépend de ses habitudes alimentaires, ça dépend de sa vie sociale. 3 mois où ça va être vraiment de la cétose pure, un corps qui va être en cétose pour pas non plus le faire toutes les semaines, changer de carburant. Où ça va permettre éventuellement une perte de poids s'il y a un besoin de perte de poids et si vous avez par exemple un organisme qui réagit mieux à la cétose qu'à un régime low carb. Ça peut être aussi un moyen de capitaliser sa santé parce qu'on sait que les corps cétoniques ont quand même certaines vertus thérapeutiques. Voilà, il faut au moins 3 mois de suivi d'un régime pour en tirer tous les bénéfices. D'accord. 3 mois et puis le reste du temps en low carb parce que s'il n'y a pas une urgence médicale, une urgence thérapeutique, il n'y a pas forcément une nécessité à être en cétose tout au long de l'année. D'accord. Donc vous êtes pionnière en France de cette diététique. C'est vrai que nous, ça fait 5 ans qu'on a commencé avec notre boutique. Et vous étiez la seule, en fait, à ce moment-là. Enfin, la seule qui était connue pour ça. Pouvez-vous nous raconter un petit peu votre parcours et surtout vos rapports avec le corps médical à l'époque et maintenant? Alors, mon parcours, il est assez atypique parce que moi, j'ai commencé avec des études de philosophie. Donc, de philosophie, d'accord. De philosophie, pas du tout orienté vers le médical. Voilà, quand j'ai arrêté mes études de philosophie, plutôt qu'enseigner, j'ai fait le choix du journalisme. D'accord. J'ai commencé à être pigiste pour divers médias. J'écrivais des articles. Alors j'ai pu autant écrire des articles beauté que voyage, que voilà un petit peu. C'était écrire. Et je me suis de plus en plus intéressée aux articles qui traitaient de science, de la santé et puis de la nutrition. J'ai voulu me spécialiser un peu plus sur ce sujet-là. Donc j'ai décidé de reprendre mes études et de faire des études de diététicienne mais à la base, c'était pour être une meilleure journaliste, pas du tout pour ouvrir un cabinet ou travailler en tant que diététicienne. Et puis je me suis rendu compte que du coup je lisais les études pour mon travail de journaliste et je voyais les résultats, et ensuite je voyais ce qu'on m'apprenait en cours. Ouais, et ça me semblait tellement absurde tellement décalé, je trouvais les cours tellement pas en phase avec tout ce que la recherche scientifique nous apportait finalement, parce qu'il y avait énormément de choses très intéressantes, on peut énormément avec l'alimentation. Et c'était dommage de s'en priver. Les résultats étaient là, c'était de ce que j'apprenais, c'était sans danger pour l'organisme, et je voyais qu'au contraire les régimes qu'on m'enseignait, comme les régimes pour diabétiques ou les conseils pour un patient atteint de cancer, mais c'était une aberration. Ouais, mais... Du coup, j'ai été diplômée et j'ai décidé de travailler avec ces régimes-là, des régimes qui étaient avec ce que j'avais lu dans les études. Mais finalement, c'est venu naturellement, tout s'est fait, voilà. Et puis en plus, en ayant été formée à la philosophie, j'avais quand même ce côté esprit critique, donc mes études de philosophie m'ont beaucoup aidée finalement. D'accord. Voilà, donc j'ai commencé, finalement j'ai quasiment de suite ouvert un cabinet. Quelques mois après être diplômée, je me suis lancée là-dedans, mais je ne savais pas au début si j'allais avoir beaucoup de travail, je ne savais pas si ça allait marcher. Quand j'ai sorti mon premier livre, Céto-Cuisine, où justement il n'y avait rien sur la diète cétogène, je me suis dit, là d'entrée je suis finie, mais tant pis, on y va. Et voilà, donc ça s'est fait comme ça. Puis après, je pense qu'avec entre les livres, les patients, le bouche à oreille, tout s'est fait. Le bouche à oreille dans votre cas fonctionne très bien. Oui. Les gens sont très contents des résultats, de ce qu'ils apprennent. Et par contre, dans les rapports avec le corps médical après, j'ai parfois quelques difficultés. Oui,
Mais il y a quand même des médecins avec qui vous travaillez, vous intervenez en milieu hospitalier. Alors, je le fais plus, ça. Vous ne le faites plus? Je le fais plus. Je l'ai eu fait. Oui, il y a des médecins qui sont assez ouverts, des médecins qui recommandent le cétogène, mais ça reste extrêmement marginal. Marginal, ouais. Et beaucoup sont contre, sans connaître. Ah oui, beaucoup sont contre et les rapports sont parfois difficiles. Je comprends. Ça ne m'étonne pas. C'est l'être humain a une capacité face à ce qui est nouveau, face à ce qu'il ne comprend pas, il préfère faire quelque chose mal que de s'intéresser, de faire tomber ses croyances. Donc, exactement, c'est refuser l'inconnu, refuser l'étranger. Exactement, refuser ce qui est nouveau, ou de se dire que les croyances sur lesquelles on a bâti notre connaissance sont peut-être pas toujours adaptées ou doivent être réajustées, mais là, je le sais, enfin, on le constate effectivement. Ouais. Donc, ça a dû être difficile. Oui, par moments, et puis après, on apprend aussi à être hermétique à tout ça. Que ce soit, mais comme pour tout, quand on est auteur, on écrit des livres, il y a des... Plus on est connu, plus il faut être imperméable à la critique. Imperméable à la critique. Voilà, dès qu'on travaille avec des solutions autres, quelque chose de nouveau, on est critiqué. Mais en fait, il faut apprendre à accepter et à se dire... ça fait partie du jeu. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est pas grave. Ouais. Alors, il y a un ouvrage que vous avez écrit, Le compteur de glucides. Oui. Nous, c'est quelque chose qu'on présente beaucoup à nos clients. À titre personnel, ça m'a rendu énormément de service. J'aimerais que vous nous parliez un peu de ça. Alors, le compteur de glucides, en fait, c'est un petit livre qui regroupe les teneurs en glucides des aliments bruts et de certains aliments transformés aussi, puisqu'il y a quand même pas mal de personnes qui consomment aussi des poêlées de légumes toutes faites. Oui, donc voilà, ça permet de connaître la teneur en glucides des aliments pour bien choisir ces aliments. Et du coup, c'est un outil qui permet de mettre en place assez facilement un régime low carb ou un régime céto. Et puis pour le petit côté... ça se glisse facilement dans le sac à main. Voilà, c'est ça. C'est très petit, on peut faire des marque-pages. Je l'utilise aussi pour moi. À la base, c'est un outil que j'ai créé pour moi. Je l'ai écrit en même temps que c'est aux cuisines parce que je devais faire les calculs pour les recettes et c'était pas pratique d'aller toujours trouver les informations ou sur les paquets ou sur la table Siqual ou c'était compliqué, toujours être en train de chercher. Donc j'ai centralisé les informations pour moi, je m'en suis servi pour écrire C'est aux cuisines et pour faire les calculs. Et ensuite, après, quand on a décidé de le publier finalement en se disant si ça m'a servi comme ça à moi à ce point, ça peut servir à beaucoup de monde, j'ai rajouté d'autres aliments, on en a discuté avec l'éditeur et on l'a fait beaucoup plus complet. Voilà, mais du coup, c'est un outil pratique du quotidien. C'est très pratique et pour surtout différents profils parce que, je le montre, ce livre. Parce qu'il y a effectivement des aliments transformés. Alors il y a une polémique par rapport aux aliments transformés, cependant ils sont consommés, c'est pour ça qu'il y a autant de supermarchés partout. Donc beaucoup de gens n'ont pas le temps, donc malgré tout ça leur donne une solution pour savoir au moment de faire ses courses qu'est-ce qu'on peut acheter pour avoir un repas avec des glucides contrôlés. Donc c'est quand même un gros travail qui a été fait. Vraiment, ça... Alors oui, c'est un travail complexe. Fastidieux. Fastidieux, oui. Fastidieux, parce que relever, c'est pas un travail passionnant en fait. C'est pas comme quand on écrit, où on va lire des études, où on va raconter quelque chose, où on va... Là, c'est vraiment du chiffre, saisie, de la saisie. Mais bon, enfin, ça valait le coup. Hein. C'est vraiment... et ce livre, nous, petite pub pour Délices Low Carb, on le met dans les box débutants, justement pour permettre aux gens qui démarrent le régime cétogène d'avoir une base pour comprendre quels aliments, quel type d'aliments et ce qu'ils contiennent. Voilà. Petite pub terminée. Donc voilà. Après, ici on a vos ouvrages. Une question qui est intéressante, c'est pour les enfants. Oui. Parce qu'en fait, je pense qu'il faut éduquer les parents avant d'éduquer les enfants. Oui, exactement. Et donc, pouvez-nous parler un petit peu de ce livre ?
Alors, petit déjeuner goûter, je le montre. pauvre Voilà. en sucre, c'est à destination des parents et des enfants, parce que les enfants consomment énormément de sucre, énormément, c'est Oui. impressionnant. Juste le petit déjeuner, surtout les enfants qui mangent des céréales industrielles, qui vont manger des gâteaux, des viennoiseries industrielles, et il y en a plein qui vont boire un verre de jus d'orange, qui vont manger éventuellement des compotes industrielles. Déjà, là, reçoivent une bonne dose de sucre dès le matin, Oui. sans parler l'après-midi, au goûter, rebelote. Parfois, au repas, ils ont tendance à manger que des féculents. Les légumes n'ont pas la faveur de tous les enfants. Ça fait une quantité astronomique de glucides sur la journée. Et le problème, c'est que on sait maintenant que cette surconsommation de glucides, de sucre, tout sucre confondu, fait le lit des pathologies de civilisation. Oui. Donc c'est important de leur apprendre à réduire cela. Et ce livre est là pour donner des idées, pour qu'ils s'alimentent différemment, déjà au petit déjeuner et au goûter, puisque ce sont vraiment les deux repas où ils ont tendance à surconsommer du sucre. Alors il existe des astuces toutes simples pour faire des gâteaux maison qui vont être moins glucidiques, en utilisant des farines différentes, en sucrant moins ou en sucrant différemment. Alors évidemment, c'est une éducation. Comme toute éducation, c'est pas facile. Hein. Donc il faut être persévérant. Ouais. Le goût n'est pas le même, évidemment, quand on cuisine avec des farines différentes ou quand on diminue le sucre. Le goût change, la texture change. Mais les goûts, on s'habitue en fait. On s'habitue, c'est ça. Il faut pas s'arrêter à la première tentative. Il faut tenter, retenter. Il faut aussi diminuer les sucres petit à petit. Comme par exemple dans ce livre, c'est vrai qu'il y a très peu de sucre ajouté, mais il peut y avoir la voie du milieu au départ. Petit à petit, si on fait par exemple un gâteau au yaourt, au lieu de mettre un verre de sucre, déjà réfléchir au sucre qu'on va mettre dedans. Oui, sachant qu'il y a des alternatives. Il y a de l'érythritol, il y a des édulcorants tout à fait sains qui... C'est ça, exactement. Et après, même pour des personnes qui veulent rester sur un sucre, plutôt un sucre complet, et au lieu de mettre un verre, on commence par diminuer un peu. Et puis la fois d'après, on rediminue. Et sans avertir l'enfant, évidemment. Oui, petit à petit, qu'il prenne ses... Oui, voilà, l'enfant ne va pas s'en rendre compte comme ça. C'est comme l'histoire du chocolat. Évidemment, on ne va pas le faire passer d'un chocolat au lait ou d'un chocolat blanc à un chocolat à 90%. Il ne faut pas rêver, il ne va pas le manger. Il faut y aller petit à petit. C'est comme ça. Et pas s'arrêter à la première tentative. Après, ce sont aussi des textures différentes, ce sont des techniques culinaires différentes. Par exemple, quand on utilise des poudres d'oléagineux à la place de farine pour faire des biscuits, ça s'apprend en fait. Oui, on apprend à les travailler, effectivement. On apprend à les travailler parce que si on prend par exemple une recette à base de poudre d'amande, qui est faite l'été, s'il n'y a pas de climatisation à la maison, la poudre d'amande c'est quelque chose qui est gras, qui a tendance à suer. Pour arriver à avoir la bonne texture, il faut avoir le geste de vite travailler sa pâte ou alors de la passer au réfrigérateur ou au congélateur. Sinon, le gâteau ne va pas il y a des astuces pour... Ce sont des astuces, mais tout ça c'est un apprentissage. Donc à la fois un apprentissage au niveau du goût, le palais, c'est une éducation, et après c'est aussi un apprentissage en cuisine. C'est vrai que les personnes qui sont en régime low carb ou en régime cétogène et qui basculent leurs enfants qui apprennent à leurs enfants à manger moins de sucre parce qu'ils y sont sensibilisés, ce sont aussi des personnes qui sont sensibilisées aux techniques culinaires qui vont avec. Pour eux, c'est très facile et ils arrivent assez facilement finalement à éduquer leurs enfants à ces nouveaux goûts parce qu'eux-mêmes sont passés par là. Pour des gens qui sont dans une alimentation plus classique et qui n'ont jamais vraiment travaillé ces produits-là, c'est vrai que c'est une transition un peu plus compliquée. Mais pas impossible. Il ne faut pas baisser les bras. Et c'est important parce que c'est pas... c'est la santé des enfants et
C'est une éducation. Et l'éducation, c'est pas simple. Et d'autant plus qu'il existe quand même maintenant, on trouve sur le marché grâce à Délices Low Carb. Hein. Oui. Non, je rigole. Mais des farines de cacahuètes, des farines d'amandes, pas de la poudre, des farines d'amandes, des farines de lin doré, des farines qui permettent, qui se travaillent très bien et qui obtiennent un rendu vraiment vraiment sympa, j'imagine. Ouais. Alors, j'ai jamais testé moi la farine de cacahuète, mais je l'imagine très bien pour faire des cookies pour les enfants. Ça doit être super. C'est très peu glucidique. La farine de lin doré aussi, qui nécessite un petit peu la farine de sésame. Oui. Il existe pas mal de farines. Il n'y a pas que la farine de blé. Non, loin de là. Et on arrive à faire des choses très sympas et très faciles. Oui. Et puis il y a une communauté sur Instagram, notamment, qui met à disposition tout à fait gratuitement des recettes comme vous. Et c'est quand même. C'est quand même agréable. On part plus de zéro, on va dire. On part plus de zéro, et puis après, une fois qu'on a capté les choses, on sait s'adapter. On sait adapter des recettes. Je reviens au gâteau au yaourt, qui est un gâteau classique. Gâteau au yaourt, c'est vite transformé. Hein. Ah oui, oui. On remplace la farine par une autre farine moins glucidique, ou alors on fait un mix des deux. Et voilà, après à la fin, qu'est-ce qu'il faudra faire? Juste adapter le temps de cuisson. En général, c'est une cuisson à température plus faible parce qu'on travaille avec des oléagineux, il ne faut pas les dénaturer, et une cuisson un peu plus longue, mais là on fait avec la pointe du couteau et tout le monde peut ajouter 5-10 minutes de cuisson. Ça se vérifie facilement. Oui, c'est rien à faire. C'est vraiment une habitude, c'est une rééducation. Exactement, et qui est importante. Qui est très très importante. À titre personnel, vous avez des enfants? Oui. Alors comment vous faites avec eux? Si vous voulez me répondre. Ils n'ont pas de chance, ils ont une maman diététicienne. Ouais. Est-ce qu'ils sont heureux? Alors, ils sont habitués en fait. Oui. Ils sont habitués et pour eux, les gâteaux avec d'autres farines, les gâteaux très peu sucrés, ils sont habitués. Ils captent pas. Oui, ils captent pas. Ils captent pas. C'est le but. Hein. Après, c'est vrai que je leur fais la guerre. J'ai les mêmes enfants que tout le monde, qui sont aussi attirés par des choses. C'est dur de lutter contre un Haribo. Voilà, alors oui, très dur. Et mais ça se fait. Et finalement, je me rends compte qu'ils demandent très très peu. Ils ne demandent pas de choses sucrées au quotidien, ils ne demandent pas de soda au quotidien, ils ne demandent pas ces choses-là, même les jus de fruits. Et finalement, ils ont une éducation qui s'est construite petit à petit parce qu'ils ont fait avec moi depuis le début. Ah mais c'est bien, c'est intéressant parce que en fait, quand on regarde les chiffres du diabète, on estime, je crois, c'est 4,5 millions de personnes en France en ce moment. C'est vraiment. Alors on parle de pandémie, il y en a une pandémie, c'est le diabète de type 2. Oui, pour le coup, qui est à la base après derrière de nombreuses autres maladies, parce que quand il y a un diabète de type 2 qui est là, on sait que par exemple il y a plus de risques de cancer, voilà, enfin etc. Plus de risques cardiovasculaires, des maladies dégénératives aussi. Exactement, c'est tout. Et le diabète, c'est par excellence la maladie du sucre. Oui, c'est exactement ça. Donc on récompense nos enfants par du sucre, en fait, que ça soit au sport, dans les goûters au sport, les goûters. D'ailleurs, il y a des constats qui sont assez drôles. C'est que vous faites, je me rappelle avec ma fille, on faisait des goûters. Et au moment du goûter, ça se passait bien. 10 minutes après, c'était le bazar. Ça pleurait, jusqu'au goûter, ça allait très bien en fait. Oui. Donc, il y a des études qui ont montré l'impact du sucre sur le comportement de l'enfant. Oui, c'est certains troubles du comportement. Il y a le docteur Danan à Toulouse aussi. À Toulouse, il y a quand même beaucoup de recherches par rapport à ça. Et le docteur Danan qui a mis en lumière, qui fait partie d'une étude mondiale justement des rapports des glucides et des troubles du comportement. Oui. Donc c'est impressionnant. Je suis quelques enfants hyper actifs et c'est impressionnant ce qu'on arrive à faire. Ouais. Il y a eu plein d'études qui ont été faites là-dessus aux États-Unis. Il y a même eu des études qui ont été faites. Alors là, évidemment, c'est un autre niveau. C'est sur le comportement dans une prison des détenus en fonction des repas, de la composition des repas. Et plus ils mangeaient de sucre, de glucides en général, donc pas que de sucre ajouté, vraiment de tous les sucres qui existent, tout ça. Plus c'était compliqué, le comportement entre eux était compliqué, les relations entre eux étaient compliquées, et plus il y avait de violence au sein de l'établissement. Moins ils mangeaient de glucides, plus le comportement des détenus était
entre guillemets exemplaire. Enfin, voilà, donc il y avait vraiment un impact de l'alimentation. De l'alimentation et notamment de la quantité des glucides sur le comportement après. Et c'est intéressant parce que justement, enfin, quand je vous écoute dire ça, ça me fait un petit peu penser à... On voit en France, dans les classes sociales les plus basses, là où c'est plus difficile économiquement, on se nourrit de plus de glucides. C'est ce qu'il y a de moins cher. C'est ce qu'il y a de moins cher et c'est ce qui plaît. Et c'est ce qui plaît. Parce que tant que le palais, non plus, tant qu'on n'a pas fait l'effort d'éduquer le palais, c'est ce goût-là qui plaît, uniquement ce goût-là. Et c'est là qu'il y a beaucoup de difficultés scolaires aussi. Exactement. Donc, des difficultés de concentration, il y a des pics de glycémie tout au long de la journée, des pics, des chutes de glycémie, et ce qu'on appelle les hyporéactionnels. Alors, hyporéactionnels, il y en a... Enfin, il faut comprendre que ça n'a rien à voir avec les hypoglycémies des diabétiques. Les hyporéactionnels, c'est le terme qui désigne aussi la chute de la glycémie, donc du taux de sucre dans le sang, après avoir provoqué une hausse de la glycémie. D'accord, oui. Voilà, donc après avoir consommé une forte source de glucides, pas forcément qu'avec du sucre, ça peut arriver aussi avec certains féculents, comme avec de la baguette blanche, ou avec du riz blanc précuit par exemple, où ça peut provoquer des pics de glycémie. Derrière, il y a des chutes de glycémie et à ce moment-là, il y a moins de concentration, il y a de la fatigue, il y a de la nervosité, il y a une envie de remanger du sucre, il y a de la faim, il y a de la faim. Tout un tas de... On le constate quand on ne prend pas de sucre le matin, il n'y a pas le creux de 11 heures déjà. Oui, exactement. Et quand on ne déjeune pas le matin, on peut... alors en régime intermittent, ça dépend des personnes. Hein. Oui. Ça n'engage que moi ce que je dis. Dans mon cas, si je mange pas le matin, j'ai aucun pic ni élevé ni bas. Je suis très bien. Donc on mange à midi ou à 1h, et ça. Donc ça a bien une incidence sur le comportement. De toute façon. Ah oui, de manière nette. Et on le voit. Enfin, les études l'ont montré, mais moi je le vois aussi avec les patients. D'accord. Une autre petite question. Alors, on a souvent des gens qui nous appellent. On dit oui, ça m'intéresse le régime keto, comment on commence? Alors, avec mes patients, moi je suis assez radicale. On l'a décidé, on y va. D'accord. On y va, on fait tant qu'il y a la motivation, il n'y a pas de transition, il n'y a pas de... on y va en fait, on démarre. Je ne donne pas forcément de phase de jeûne avant, c'est juste on supprime les féculents, on supprime le sucre, on supprime les fruits et on part sur le grammage des aliments que j'ai indiqué. Il n'y a aucun danger à passer d'une alimentation à l'autre, il va rien arriver de mal et puis à partir du moment où on est décidé, on y va. Forcément, quoi. Oui, on y va. Voilà. Chez d'autres personnes pour lesquelles on a besoin d'une cétose assez rapide, on peut faire un jour de jeûne juste avant. Après, la diminution progressive, j'y crois pas trop. Ça peut marcher chez certains patients, commencer à manger un peu moins de sucre, mais ça traîne en longueur, il n'y a pas vraiment de résultat, et si on est décidé, on est décidé. Mais c'est ça. Et pour un sevrage, ça passe par... parce que c'est un sevrage aussi, le sucre, les glucides, un sevrage, ça passe pas par un peu moins, ça passe par on arrête et c'est un peu dur quelques jours, et puis après, ça va. C'est un petit peu sur le même principe que quand on arrête de fumer, on n'arrête pas de fumer en prenant une cigarette de moins, puis une autre en moins. Voilà, même si on ne peut pas les comparer de manière à l'identique, même s'il y a des points communs, c'est pas quand même des points communs. C'est plus facile d'arrêter le sucre que d'arrêter de fumer. Voilà, c'est quand même une réalité. Mais il y a des points communs et un sevrage, c'est un sevrage, on coupe tout. D'accord. Alors une question qui m'est souvent posée et je souffre un petit peu de ce problème. On se met en régime cétogène ou low carb, ça se passe bien pendant des mois, on est très bien, on n'a besoin de rien, on a envie de rien, on n'a pas d'envie de McDo, de saucisses de Toulouse cassoulet, voilà, ça va, jusqu'au jour où on part faire un petit peu la fête parce que c'est le mois d'août, on est en vacances ou en famille à Noël ou quand on veut. Et là, après avoir réingéré des glucides, frites, sucre, ce qu'on veut, il y a une période très difficile pour revenir à l'alimentation ou low carb ou cétogène. Oui. Comment vous l'expliquez ça? Alors ça concerne quasiment tout le monde. Hein. C'est rare d'échapper à ça. Alors, c'est le fait, il faut repasser par un petit sevrage qui sera moins dur que la première fois, parce que quand on pense à son alimentation, parce qu'il faut la penser l'alimentation pour changer, il faut intellectualiser un petit peu les choses. Du coup, ça demande un effort.
Ça se fait pas spontanément. Ensuite, souvent, mais ces périodes-là, ce sont les vacances, ce sont les fêtes de fin d'année, et derrière, il y a un retour au travail, un retour où le moral peut être un peu en berne, et obligatoirement, quand on a le moral qui est en berne, ça impacte l'alimentation, dans un sens où ça peut couper l'appétit, comme ça peut majorer l'appétit. Alors, soit c'est une petite difficulté, on se raisonne, on intellectualise bien les choses et on y va. Ça va être dur pendant quelques jours, mais très rapidement, les choses vont rentrer dans l'ordre. Si ça, c'est pas possible, il y a l'option de certains suppléments nutritionnels à base de tryptophane, de vitamines du groupe B, de magnésium, qu'on prend à certains moments de la journée, qui vont aider à synthétiser les neurotransmetteurs et les hormones du comportement alimentaire, qui ont un rôle aussi en plus sur le stress, tout ça. Donc on peut s'aider de ça pendant un mois, le temps de se remettre en selle. En fait, ça évite d'avoir des envies, des pulsions sucrées, c'est pas non plus... ça fonctionne très bien, c'est pas magique non plus. C'est pas magique, mais ça peut-être permet de retrouver le niveau d'énergie qui nous permet d'être motivé. C'est ça, et puis surtout, faut pas refuser des fois de l'aide, comme ça. C'est pas simple l'alimentation, c'est normal d'avoir des faiblesses, et faut accepter des fois de prendre un supplément. C'est un petit coup de pouce, ça. Moi j'en parle souvent à mes patientes, et ça permet de se remettre dans le bain. Une fois que c'est lancé, c'est lancé. Ça peut être une supplémentation de 15 jours, de 1 mois, et puis on n'en parle plus après. Ou alors, si pour une personne qui a du mal à revenir dans l'alimentation, qui ne veut pas prendre de suppléments, il y a l'option de l'hypnothérapie, par exemple. L'hypnothérapie, c'est vraiment le type de thérapie alternative que j'ai vu donner, en tout cas sur des patients de très bons résultats, puisque j'ai longtemps travaillé avec des patients qui avaient des troubles du comportement alimentaire très 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 sévères. Oui. Et la seule forme de thérapie comme ça que j'ai vue efficace, c'est l'hypnothérapie. Donc, et en général, j'ai testé, ça fonctionne. Voilà. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a fonctionné. Je sais qu'en France, c'est encore... on a une vision de l'hypnose spectacle, mais il y a une hypnose thérapeutique, il y a des interventions chirurgicales sous hypnose qui sont faites. C'est une caractéristique de l'esprit humain, et c'est comme ça. Et puis, pour une petite remise en route, il n'y a pas besoin d'énormément de séances. C'est juste pour se remettre dans le bain, et puis voilà. Non, parce que c'est vrai que, à titre personnel, je l'ai constaté. Alors même, ça dépend vraiment de l'état de forme physique. On est motivé quand on a de l'énergie. Oui. Dès qu'on a mangé du sucre, en général on a pris quelques kilos, on perd de l'énergie. Oui. Donc là, pour revenir à ce moment-là, à une diète contrôlée, ça devient encore plus compliqué. Oui. Donc, en tout cas, merci pour ce conseil. Est-ce qu'il sera possible que vous mettiez sur votre Instagram peut-être les suppléments en publication parce que j'ai cette question qui est récurrente. Et ces suppléments, vous les trouverez donc sur le compte Instagram de Magali Velkovic. Et voilà. Parce que ça leur rendra service et ça me rendra service. Donc on est tous contents. Donc voilà. Et alors votre actualité, donc il y a un nouvel ouvrage. C'est ça, à destination des femmes enceintes. D'accord. Donc alors c'est un ouvrage qui va concerner à la fois les femmes qui désirent tomber enceintes. Donc il faut changer l'alimentation quand on désire un bébé, si possible, quand c'est décidé, si on peut 6 mois avant au moins. Donc c'est un ouvrage à destination des futures mamans, des femmes qui veulent avoir un bébé et des futures mamans. Il y a même quelques conseils pour les papas dedans. Donc c'est un livre qui peut se lire à deux. Ça accompagne la maman jusqu'au moment de l'allaitement. Et voilà, et évidemment, il y a une orientation pauvre en glucides, mais il va y en avoir pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas orienté céto strict, c'est abordé dans le livre, hein. C'est abordé, mais ça va d'une alimentation plus ou moins pauvre en glucides à du céto strict. Donc c'est vraiment à la fois le rôle et la quantité de glucides dans l'alimentation pendant la grossesse, pourquoi il ne faut pas abuser, pourquoi par moment il faut être extrêmement strict dans les glucides qu'on ingère, comment s'organiser, comment cuisiner par rapport à ça, et puis ensuite tout le reste, puisque c'est vraiment, c'est fabuleux cette période de la vie. On sait qu'il y a un impact de l'alimentation sur l'épigénétique, sur la manière dont le bébé va utiliser les gènes et dont
plus tard, sa capitalisation santé commence aussi à ce moment-là, Oui, quand il est dans le ventre oui, de oui. la maman. Oui. Et j'aborde tout ça en fait. Donc il y a la place des glucides qui a un rôle central dans le livre, évidemment. Puisque ça Oui. c'est inévitable, mais il y a tout le reste aussi, c'est très complet et il y a eu des études super intéressantes qui ont été publiées il y a peu de temps. Il y a un vrai progrès dans l'alimentation des futures mamans. Ça ressort pas véritablement dans les publications. Ça ressort dans certaines publications, mais très rares. Et voilà, c'est ce que j'ai voulu mettre en avant. Ça va être très utile parce qu'on a souvent la question de gens qui sont au régime cétogène. Et Oui. à partir du moment où la personne tombe enceinte, Oui. elle est perturbée parce qu'elle ne sait pas justement, elle ne veut pas faire mal. Non. Donc, et là, justement, ça dépend des profils. Certaines mamans vont rester sous régime cétogène, d'autres non, vont devoir basculer plutôt en low carb. Voilà. Donc en fait, là aussi, il n'y a pas de recette miracle. non, c'est du cas par cas. Et il n'y a pas comment dire, il n'y a pas de solution type. C'est au cas par cas. D'accord. Bon, après une question plus pratique, pour Oui. les gens qui seraient intéressés pour avoir une consultation avec vous, je sais que vous faites des consultations en ligne, Oui. parce qu'on ne peut pas se diviser en... Non. Mais malgré tout, est-ce que vous pouvez encore prendre de nouveaux patients? Oui, alors je peux prendre des nouveaux patients. J'ai un délai d'attente qui est un peu long. Voilà, C'est la rançon du succès. Mais je prends tout à fait des nouveaux patients et quand il y a vraiment une urgence, on peut trouver des solutions en amont, enfin on en parle ensemble. Mais voilà, mais oui, je prends de nouveaux patients parce qu'en diététique, c'est pas comme par exemple un médecin généraliste qui va avoir son pool de patients et qui va suivre Ouais, presque du la début retraite, de la fin. En diététique, ça peut être des périodes. C'est des périodes. Par exemple, je vais avoir un patient qui a un cancer. Une fois qu'on est arrivé à la rémission, on peut se parler une ou deux fois ensuite, et puis le patient n'a plus besoin de moi. Donc c'est un patient, je l'ai sur une période donnée. Oui. Donc j'ai toujours cette capacité de prendre de nouveaux patients. C'est juste qu'il faut être patient. D'accord. Mais, très bien. En tout cas, merci beaucoup pour cet entretien. Mais je vous en prie. On a appris beaucoup. Vraiment très heureux. Et très heureux que vous soyez la première dans cette émission. Ah, mais Vraiment. Donc désolé pour la présentation qui a dû être un petit peu amateur. Hein, c'est la première. Et on vous retrouve bientôt donc, sur Delisocarb TV. Olé.